outro fator é entender que antes Toda experiência é esta step. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Alors, bonjour Marisol. Bonjour Émeric. Merci beaucoup d'accepter de participer à ces entretiens de la Fondation Jean Jaurès. Alors, j'aurais une question toute simple. On connaît ton parcours, on y reviendra, notamment évidemment, pas notamment, essentiellement, exclusivement en Indre-et-Loire, puisque ça a été ton département d'implantation, d'investissement, d'élection, avec des succès, des échecs, on y reviendra. Mais j'aurais une question toute simple, c'est parce que ça, c'est moins su. Comment rencontres-tu le Parti socialiste? Comment y adhères-tu? Et quels sont tes premiers liens avec cette organisation un peu bizarroïde qu'est le Parti socialiste? J'ai adhéré assez tard au Parti socialiste et mes premiers contacts avec le Parti socialiste ont été, je ne dirais même pas une source de frustration, mais une forme d'échec puisque j'étais très jeune et dans le prolongement de 1974, de la défaite de Mitterrand, mais de l'enthousiasme formidable qui s'était levé à ce moment-là, je me dis je vais adhérer au Parti socialiste. Et donc je vais au Parti socialiste à côté de là où j'habitais, où habitaient mes parents, et je suis reçue par une personne dont je ne me souviens pas bien du visage, mais qui me dit, mais en gros, mademoiselle, vous avez mieux à faire. Vous devriez penser à vos études, au lycée, et puis à la suite. Et donc je rentre, et puis il me dit, vous savez, au Parti socialiste, des gens jeunes comme vous, vraiment très très jeunes, nous n'en avons pas. Et donc je rentre penaude chez moi et je me dis, bah oui, je vais faire mes études, ce que je fais, etc. Et mais je reste très attachée à ce qui se passe, très intéressée à ce qui se passe, plus qu'attachée d'ailleurs. Et je vais voir, pour des raisons de proximité intellectuelle, personnelle, comme ça, je vais voir Michel Rocard, quelques années plus tard. Il vient de démissionner. En 1985, donc si la mémoire est bonne, il vient de démissionner du ministère de l'Agriculture. Gouvernement, du ministère de l'Agriculture. J'avais fait l'essentiel de mes études et j'étais à ce moment-là spécialiste des questions internationales. Je travaillais sur des questions militaires, stratégiques. Le mur de Berlin n'était pas tombé à cette date. Et je vais voir Michel Rocard et je lui dis, écoutez, j'aimerais bien travailler avec vous. Et il me fait rentrer dans ces groupes de réflexion. Les clubs convaincre. Et c'est ainsi. Non, c'était pas les. Oui, il y avait les clubs convaincre à côté, mais il avait des groupes de travail qui préparaient son hypothétique candidature à la présidentielle. Et donc, il y avait, c'était Claude Évin qui les dirigeait, puis Alain Richard, ou dans l'autre sens, je ne sais plus. Et donc, il y avait toute une vie intellectuelle de réflexion très ouverte, très engagée, avec des tas de gens différents, de tous âges. Et là, il ne s'était pas demandé si j'étais trop jeune, pas trop jeune, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Matignon, lorsqu'il est devenu Premier ministre. Voilà, rejoins son cabinet je rejoins son cabinet où je suis chargée des questions stratégiques, militaro-stratégiques. Et en 1993, donc en 1991, il quitte Matignon, je travaille avec lui, je continue de travailler avec lui alors qu'il n'est plus au gouvernement. Et puis en 1993, je pense, quelque chose comme ça, il commence à préparer son arrivée au parti. Et là, je vais le voir, nous sommes un certain nombre, il y avait des discussions chez nous, les gens qui travaillaient dans ces groupes de réflexion, et je lui dis, mais est-ce que vous croyez, je le vous voyais à l'époque, est-ce que vous croyez que je devrais adhérer au Parti socialiste? Au fond, il y avait cette interrogation autour de Michel Rocard. Il y avait cette interrogation sur la nécessité, l'utilité d'adhérer au Parti socialiste. Et en réalité, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui s'impliquaient dans la politique partisane en quelque sorte. Oui, et qui voulaient être élus, etc. Et pour qui la question ne se posait pas vraiment. Et il y avait toute une nébuleuse
de hauts fonctionnaires, d'intellectuels, d'universitaires, de gens de terrain, qui, eux, étaient plutôt attachés à l'idée du PSU, à toute cette histoire de la deuxième gauche qui devait rester en marge ou à côté du Parti socialiste. Et je me souviens très bien d'être allée voir Michel Rocard et de lui dire, écoutez, qu'est-ce que vous pensez? Et Michel Rocard part, comme à son habitude, dans une grande déclaration, une grande déclamation, où il me raconte l'histoire du socialisme et du Parti socialiste, parce que c'était un homme qui était profondément attaché et inscrit dans cette histoire-là, ce qu'il m'a transmis. Au fond, c'est vraiment lui qui me l'a transmis, et qui me dit, mais Marisol, vous allez devoir réfléchir à être élue. Et donc, vous devez rentrer au Parti socialiste, parce que si tous les gens qui pensent différemment, autrement, qui veulent apporter des idées qui ne sont pas celles, disait-il, du mitterrandisme, alors, et restent à l'extérieur, alors le Parti socialiste ne pourra pas bouger, ne pourra pas évoluer, et donc nous avons besoin de gens comme vous. Et c'est comme ça que je me retrouve adhérée au Parti socialiste à Paris, où j'habitais, dans le 10e arrondissement. C'était une section qui était animée à l'époque par Tony Dreyfus. Tony Dreyfus, grand rocardien, voilà, futur maire du 10e arrondissement. Voilà, exactement. Et donc, secrétaire d'État auprès de Michel Rocard, d'ailleurs, à l'économie sociale et solidaire. Qui se fait, et je découvre le Parti socialiste, lui, à travers lui, à travers les amis de Michel Rocard, toute cette nébuleuse, et voilà, c'est comme ça que je me trouve embarquée, et que je découvre aussi que les affrontements à l'intérieur du Parti socialiste sont une réalité que je méconnaissais, disons, à l'époque, alors même que j'avais été à Matignon, Oui. donc le fait de se friter avec les mitterrandistes, les relations plus ou moins simples avec l'Élysée, tout ça, j'avais connu, surtout sur les sujets régaliens, les Mais sujets ça te paraissait plus internationaux. institutionnel que... Ça me paraissait plus institutionnel que politique, alors que c'était évidemment très, très, très politique. Et au sein du Parti socialiste, une de mes premières expériences, qui montre d'ailleurs la différence qu'il y avait entre les positionnements politiques et les positionnements amicaux ou personnels, c'est que donc Michel Rocard devient premier secrétaire du Parti socialiste et me dit ce serait bien que vous preniez la responsabilité d'un groupe de réflexion sur les questions internationales. Et bon, très bien, je dis parfait. Il me dit voilà, ça va se faire, ça va se mettre en place. Et c'est Dominique Strauss-Kahn qui va piloter l'ensemble des groupes de réflexion. Et s'organise une première réunion où on devait dire qui allait prendre la responsabilité des différents groupes de réflexion. Et c'était 93, à la fin de l'été ou au tout début, enfin début septembre ou quelque chose comme ça, je venais d'avoir un enfant, donc mon dernier enfant. Donc ma fille, je sortais à peine de l'hôpital, disons, quand je reçois un coup de fil de Dominique Lefebvre, rocardien, qui me dit Marisol, il faut vraiment que tu viennes à la réunion de ce soir parce que il y a un risque. Alors je dis moi, voilà, j'avais un bébé dans les bras, etc. Un risque de quoi? Un risque de quoi? Et il me dit, bah, écoute, je voyais un risque de quoi? Je veux dire, on me propose d'être responsable du groupe international. Je voyais pas très bien l'enjeu de pouvoir. Et il me dit, il faut que tu viennes. Et je viens donc. Et Dominique Strauss-Kahn pilotait la réunion avec Vincent Payon, qui me rentre dans le chou, qui me rentre plutôt aimablement, mais pas fermement. Mais fermement, pour m'expliquer que je suis sans doute pas la mieux placée, que voilà, c'est tout juste, il ne dit pas que j'ai autre chose à faire en ce moment. Et je ne sais absolument plus qui voulait mettre à ma place. Je ne sais plus, ce qui prouve que c'est pas le sujet. Et donc moi, je défends mon truc et Dominique dit bon, Marisol sera très bien. Voilà. Fermez le banc. Voilà, fermez le banc et terminé. Et il vient me voir. On échange 3 mots. Et c'est resté une petite histoire entre Vincent et moi. Vincent a été un
est un ami, on a fait beaucoup de choses ensemble, on a partagé quasiment un bureau au Parti socialiste, enfin on avait 2 bureaux côte à côte quand on était secrétaires nationaux, mais j'ai découvert Vincent à travers ce moment inaugural qui n'était pas de franche amitié, dont je n'ai pas très bien compris Le pourquoi du le comment. pourquoi du comment, mais comme il m'a dit après, j'avais des ordres, j'avais des consignes, les jospinistes avaient décidé qu'il ne fallait pas laisser le champ libre aux rocardiens. Tout ça était pour moi totalement mystérieux, puisque je ne voyais pas très bien ce qui me distinguait D'un jospiniste. surtout que je connaissais bien Pierre Moscovici, on était copains, il était jospiniste, et donc j'avais l'impression qu'on pensait plutôt de la même manière et avec les mêmes catégories d'approche. Voilà, et donc je rentre au Parti socialiste, et c'est le début d'une histoire avec le parti, ça n'est pas le début de mon histoire avec la gauche. C'est ça que je veux dire, c'est que au fond j'ai été T'as d'abord engagée, été de gauche. j'ai été socialiste sans être au parti, Voilà. j'étais de gauche socialiste. Je n'ai jamais été autre chose que socialiste, et voilà. Sans pour autant avoir Sans besoin, pour autant d'avoir heureusement ma d'ailleurs, carte. heureusement Voilà. pour les scores électoraux du Voilà. Parti socialiste, que tous les Voilà. socialistes n'étaient C'est pas membres du pas- Parti voilà. socialiste, parce que sinon les scores eût été encore plus faibles qu'à certaines Ouais, époques. oui, c'est ça, Qu'à certaines époques. à certaines époques. Alors donc tu rentres finalement tardivement, entre guillemets, au Parti socialiste, en tous les cas plus tardivement qu'un certain nombre Sabra qui ont pu rentrer, ou étudiants, etc. Et c'est pas du tout le parcours qui est le tien. Donc tu rentres 93, un moment compliqué pour la vie du Absolument. parti. C'est C'est suite à la défaite lourde de 1993, la défaite aux européennes de 1994 Voilà. de Michel Rocard, qui du coup est remplacé Absolument. par Laurent Fabius. C'est évidemment ce moment où on attend le sauveur Jacques Delors, et puis finalement le sauveur ne vient pas, et c'est Lionel Jospin qui sort du chapeau, sort de sa retraite quasiment, sa petite traversée du bac à sable, quoi, qui arrive. Pourquoi je fais ce rappel-là? Parce que toi, ton premier mandat, tu vas le conquérir en 97 en Indre-et-Loire. Donc, tu es militante dans le 10e arrondissement de Paris en 93, et 4 ans plus tard, ce qui est quand même relativement rapide, tu deviens une des jeunes députées de cette majorité gauche plurielle de 97. C'est à ce moment-là où tu émerges, j'allais dire politiquement, Oui. où tu prends une position politique. Donc comment on passe de la section du 10e à la députation en Indre-et-Loire, qui n'est pas une terre facile, qui est une terre Non. pas simple en tous les cas. Non, et on y passe par le parti. C'est-à-dire que, et d'une certaine façon, moi, c'est ça aussi la marque de mon attachement affectif au Parti socialiste, y compris aujourd'hui où le Parti socialiste n'est plus ce qu'il a été, ni ce qu'il devrait être, selon moi, aujourd'hui. Mais à partir de... Donc je rentre au Parti socialiste, je travaille dans les groupes de réflexion, je n'ai pas de fonction institutionnelle au sein de l'appareil socialiste avant 1980, avant 1995 en réalité. Lionel Jospin prend le Parti socialiste donc après la campagne positive voilà. de 1995, qui redonne de l'espoir. Rarement des fêtes aura été à ce point porteuse de perspectives, d'espoir et d'ébullition. Et le coup de génie pour la suite de Lionel Jospin, c'est de tout de suite mettre le parti au travail. Je crois que ça restera une des références dans l'histoire de ce parti, que de voir que dès 1995, dès la fin, si j'ose dire, ou l'après-présidentielle, il décide de réfléchir à ce que doivent être les idées à proposer en 1998, pense-t-on, pour les futures élections législatives. Et très rapidement, il met en place des conventions, etc., etc. Et il y a un secrétaire national aux études, qui est Pierre Moscovici, et je deviens son adjointe, avec Gilles Finkelstein, qui est également un de ses adjoints. Et nous avons la responsabilité de réfléchir aux conventions
à l'animation des conventions, à faire travailler des gens. Voilà. J'ai l'image de quelqu'un qui vient du milieu, qui enseigne aussi. Je suis haut fonctionnaire, mais qui enseigne, qui a un pied dans le monde des idées, donc qui sait animer des groupes de réflexion, etc. Et dans ce mouvement-là, Lionel Jospin me dit, mais est-ce que ça t'intéresserait d'être élu? Et la discussion avec lui ne va pas beaucoup plus loin. Parallèlement, le parti cherche des femmes, Oui, parce que c'est des jeunes femmes, c'est le grand Michel moment Saban, où, voilà, où on pense à la où parité. on commence à penser à la parité, Voilà. qu'il y a des quotas qui sont mis en place, ce qui n'est pas sans débat d'ailleurs au sein du parti. L'histoire Absolument, même il y a des des quotas, discussions très fortes et évidemment, on ne propose, enfin malgré tout, on ne propose pas systématiquement aux femmes, surtout lorsqu'elles ne sont pas connues, identifiées, des circonscriptions dont on pense qu'elles vont les gagner. Et donc, on me propose de m'aider à m'implanter parce qu'il y a un épisode qui est que on regarde si dans Paris c'est envisageable, puisque j'habite Paris, Oui, bien c'est sûr. très clair. Dans le 10e, Tony Dreyfus dit clairement qu'il veut aller à l'élection législative, donc il n'y a pas de perspective immédiate de ce côté-là. À l'échelle de Paris, ça n'est pas identifié, et donc on me propose de m'accompagner dans l'implantation dans un département autre que de la région parisienne, et ce sera l'Indre-et-Loire. On m'a fait plusieurs propositions. Et c'est toi qui choisis ou comment Oui, ça s'est passé? Il y a un aller-retour avec la Fédé ou Oui, bien sûr. quelques maires Bien sûr. importants. Alors, d'une part, ce qui est assez drôle, c'est que à ce moment-là, Parce que on est dans une bataille de grands chefs Ouais. aussi. Rocard a jeté l'éponge. Il ne sait pas si c'est pour toujours, mais en tout cas, au sein du parti, à ce moment-là, les rocardiens sont en quelque sorte un vivier à prendre. Et donc, plusieurs grands responsables me contactent en me disant « Est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler avec moi ?» Bon. Et moi, et me propose parfois la même circonscription, c'est assez drôle. Donc voilà, moi j'ai travaillé avec Jospin, avec Lionel, je considère qu'il y a une forme de filiation naturelle de filiation, de continuité plutôt que de filiation, de continuité qui se fait. Je ne me pose pas beaucoup de questions à ce moment-là et je suis embringuée dans ce mouvement. Plusieurs circonscriptions sont à ce moment-là envisagées. On en discute avec Michel Saban pour les femmes, avec le responsable des élections, je ne sais plus bien qui était là à l'époque. Ça devait être Daniel Vaillant, non? Peut-être, oui, peut-être Daniel. Voilà, on en parle. Et une des circonscriptions qui avait été envisagée, on me dit finalement non, nous souhaiterions y envoyer une personnalité qui est déjà installée. Ce sera d'ailleurs Catherine Tasca qui va en région parisienne, dans les Yvelines. Et on me propose d'aller en Indre-et-Loire, et je prends mon petit baluchon, je rencontre la personnalité, l'homme fort du département, qui est Jean Germain, le maire de Tours, qui me demande pourquoi rocardienne je deviens proche de Lionel Jospin. Lui faisait de la politique de boutique, si j'ose dire aussi, mais qui m'accueille et qui aide à mon implantation. Et c'est ça qui est absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il envoie le message qu'il n'est pas opposé à mon arrivée. Et moi, je commence un grand tour à ce moment-là, 96. Je commence un grand tour du département. Donc en fait, 2 ans avant l'élection présumée. Qu'on l'on pense être les législatives de 98. Je vais partout. Je rencontre tous les maires qui se demandent un peu pourquoi, mais je vais voir tous les maires. Je vois tous les militants un par un. Et je sais que c'est un des éléments qui a compté, parce que les militants ont dit, si elle fait
autant en campagne qu'elle le en fait pour se campagne présenter. voilà, c'est ça, pour une campagne interne, si elle en fait autant pour la campagne aux législatives, alors nous ne serons pas ridicules. Il faut dire qu'il y a eu une députée pendant très longtemps dans cette circonscription, une femme, donc ça n'était pas quelque chose qui apparaissait comme étonnant, et j'ai d'ailleurs toujours pensé que l'opinion publique était beaucoup mieux préparée, beaucoup plus prête à voter pour des femmes que les appareils, et que le problème vis-à-vis des femmes, c'était dans l'appareil qu'il était très fort, tout simplement parce que ça prenait des places aux hommes. Mais les électeurs, eux, n'avaient absolument pas le moindre problème pour voter. Oui, pour eux, c'était naturel. Voilà. Et c'était une sujet. circonscription qui était, c'est toujours une circonscription, puisqu'elle n'a pas changé de contour, extrêmement vaste, extrêmement diverse, avec une ville communiste à l'époque, qui a basculé à droite depuis, mais une ville communiste, des ceintures de classe moyenne qui allaient au gré des élections à gauche, à droite, une terre radicale rurale au sud, et donc je m'implante, je suis accueillie de façon très très Mais c'est pas très ton positive. milieu. Je veux dire, il y a un aspect étonnant dans la réussite de ton implantation, justement, que tu décris bien grâce à ton travail, évidemment, et l'accueil, qui est évidemment facilite les Fondamental, choses. ouais. Ce qu'on appelle un parachutage, ce qui est la grande force du Parti socialiste en certaines époques. Mais tu as toujours vécu à Paris, tu n'as pas le lien avec la province, avec la sociabilité de province qui n'est pas forcément la même, etc. Donc ça doit être pour toi-même un choc ou une surprise Oui, enfin en même temps tous les Parisiens viennent d'ailleurs, donc Bien sûr. je n'avais pas d'attache en Indre-et-Loire, je les ai créés, Ouais. j'ai jeté mes racines. Ça a été facilité par le nom que je porte, il faut bien le Ouais. dire, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens c'était une espèce d'évidence, et d'ailleurs ma famille, il y a très longtemps, vient probablement d'un peu, pas de ce département-là, mais d'un peu plus au sud, de la région Ouais. de la Touraine. Du côté de mon père, les origines étaient savoyardes, donc c'était tout à fait autre chose. Et ma mère qui était décédée déjà, elle est morte jeune, mais était chilienne. Elle n'était pas française, elle était chilienne, elle était devenue française. Et donc, ça me créait un rapport aux origines qui était assez particulier. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je me sentais autant citoyenne du monde, je me sentais profondément, éminemment française, mais j'ai toujours dit que quand j'entends parler espagnol, chilien, ça résonne. ça résonne, ça n'est pas comme si j'entends un autre pays, c'est une partie de moi-même. Et donc, au fond, moi, j'ai toujours vécu de façon très, très ouverte, et je ne me suis pas posé la question. Voilà. Et je pense que ma force, ça a été d'y aller naturellement, et en même temps avec une énergie qui a été ce qu'on m'a reconnu. Je ne veux pas me jeter particulièrement des fleurs, mais je l'ai fait à fond, j'ai adoré ça. J'ai adoré la relation avec les gens, j'ai adoré la vie du parti, aussi les militants, plus que la vie du parti, l'appareil ne m'intéressait pas énormément, mais les militants, que je trouvais des gens absolument formidables et incroyables quand même, de donner du temps, pour des campagnes, de recevoir chez eux quand il fallait accueillir des réunions, quand il fallait accueillir des déjeuners à l'improviste parce qu'on était en campagne à 50 km de sa base, etc. Moi, j'ai adoré ça. Et voilà, c'est une très belle expérience, c'est une très belle histoire. Et je trouve que le Parti socialiste, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, et c'est normal, et c'est tant mieux, parce que les électeurs doivent se positionner par rapport à des idées, par rapport à un gouvernement national ou un gouvernement local, si on parle d'élections locales, et j'ai été élue locale. On y reviendra. Voilà, j'ai été élue locale, donc je me suis vraiment implantée jusqu'au bout, si j'ose dire, mais c'est une sociabilité. Et le Parti socialiste, pour moi, ça a été un lieu d'amitié, de rencontre, de sociabilité
à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau local, au niveau de l'Indre-et-Loire, au niveau régional un peu, parce qu'on connaissait les gens Oui. qui étaient dans la région, au niveau national, c'est-à-dire que même dans les moments les plus tendus et les plus difficiles, qui de l'extérieur donnaient le sentiment d'un appareil qui se déchirait, il y avait des liens personnels, et c'est ce qui a manqué probablement dans la dernière partie, la dernière période, et c'est ce qui explique, je crois aussi, le délitement puisqu'il n'y avait plus de lien personnel pour rattraper Les éventuels conflits les politiques. conflits politiques ou les conflits d'idées. Mais ça a été un lieu quand même oui, d'amitié, de sociabilité. Donc en 97, tu es élu. En député. 97, je suis élue députée et je deviens secrétaire national du Parti socialiste. François Hollande est premier secrétaire. Il me propose d'être... mais on est entre deux congrès. Ouais. Donc on ne va pas rentrer dans la cuisine. Et donc il me dit, je ne peux te proposer qu'un poste qui se libère parce que un secrétaire national rentre au gouvernement. Oui. Puisqu'il Et n'y a donc pas... il se libère. Oui, donc tu n'as pas besoin de passer par le Conseil national, voilà, etc. par toutes les... et donc il me dit, écoute, tu es spécialiste des affaires internationales, mais là, non. Je te propose de remplacer Elisabeth Guigou, qui devient ministre de la Justice et qui était secrétaire nationale aux affaires sociales, en fait, à la solidarité. Et c'est comme ça que tu deviens... Et je deviens... pendant quasiment 20 ans, en fait. Oui, c'est ça. Secrétaire national et spécialiste du Parti socialiste. Alors qu'à l'origine, l'incarnation du Parti socialiste sur les questions sociales, alors qu'à l'origine, et jusqu'en 97-98, je ne le suis pas du tout. Pas particulièrement, voilà. C'est-à-dire que pour ça moi... peut t'intéresser, etc. Mais et pour moi, être de gauche, c'est ça. C'est-à-dire oui, que être de gauche, c'est s'intéresser aux affaires, à la solidarité. Il y a une forme de réflexe, mais je me suis jamais interrogée particulièrement sur comment fonctionne la sécurité sociale, sur la politique de santé, etc. etc. Et c'est, d'une certaine manière, j'en ai ri avec François Hollande a posteriori, puisque c'est lui qui m'installe comme secrétaire national à un poste qui me mènera dans son gouvernement exactement ou quasiment exactement aux mêmes responsabilités. Voilà. Alors j'aurais juste, on finira notre entretien par justement ce passage ministériel, non pas sur le fond des politiques publiques, etc., mais sur ce que toi tu as vécu ces 5 ans, parce que tu as été une des rares à rester 5 ans dans les différents gouvernements successifs de Ayrault, Valls et Cazeneuve. Et donc ton rapport justement gauche de gouvernement, gauche d'opposition ou de radicalité, mais je voudrais juste revenir d'un mot sur justement ton ancrage territorial. Parce que non seulement tu es élu député, 97-2002, mais tu choisis aussi d'ancrer en quelque sorte cette élection, tu l'as dit d'un mot tout à l'heure, par la conquête d'un canton en 98. C'est ça, en 98, je deviens conseillère générale. Donc là aussi, il faut regarder ce qui se libère. Ce qui n'était pas fréquent pour des femmes. Il y avait peu de femmes conseillères générales. Hein. Très peu. Aujourd'hui, on l'a oublié parce qu'il y a eu la parité. La parité. Il y en avait peu. Et donc, de mémoire, en 98, il devait y avoir 4 socialistes au Conseil général d'Indre-et-Loire sur 37. Et nous allons faire une percée significative. En 98, je ne sais plus, on doit passer de 4 à 11 ou quelque chose comme ça. Enfin, ce qui est une belle progression. Une belle progression, je crois. Et je fais partie de ceux qui conquièrent un canton, à Montbazon. C'est-à-dire la périphérie de Tours, pas l'immédiate, on dirait la deuxième couronne, et je deviens conseillère générale, et nous allons gagner le conseil général 10 ans plus tard, en 2008, et je deviendrai vice-présidente du conseil général à ce moment-là, et présidente quelques années plus tard. Donc tu vas mener de pair, alors en 2002, me semble-t-il que tu es battu aux élections législatives, mais tu conserves ta base. Oui, ce qui a été fondamental pour moi, c'est-à-dire que je reste conseillère générale et je reste implantée. Je suis
présente. Je travaille à Paris, Oui. donc, parce que mon activité professionnelle est à Paris, elle n'est pas délocalisable Non. et je suis à Paris et je vais en Indre-et-Loire toutes les semaines. C'est-à-dire que je m'organise, j'ai la chance d'avoir la possibilité de m'organiser comme je le souhaite et donc je fais en sorte de passer la moitié de ma semaine Donc, tu fais les en allers-retours, Indre-et-Loire. Je fais des mais allers-retours. en ayant conservé justement, Cette c'est pour base. ça que je voulais y venir, cette base du Conseil Ouais, général à l'époque, absolument. qui va te permettre de Revenir, continuer de continuer d'être à là, être présente sur le terrain avec un mandat. d'être là et d'avoir une raison d'être là. Ouais. C'est-à-dire que comment dire, l'arrivée de nulle part de 1997, qui n'était attendue par personne, elle est évidemment due à une campagne d'enfer. J'ai mené campagne comme, je pense, seuls les gens qui sont un peu irresponsables mènent campagne. C'est-à-dire que il y a la dissolution, on ne s'attend absolument pas à ce qui va se passer, et j'y vais, alors sabre au clair. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Voilà, j'y vais à fond. Et d'ailleurs, et puis il y a une dynamique nationale Ouais. absolument spectaculaire, parce qu'on ne dira jamais assez que les élections législatives, elles se gagnent aussi sur un mouvement national. Après, il y a des petites différences qui peuvent se faire localement. Ça se joue. Elles ne sont pas du tout Oui, mais il y a d'abord un négligeables. vote Mais d'étiquette. il y a un vote d'étiquette. Et puis, il y a, j'ai un adversaire qui, lui, pense que je ne suis pas un danger du tout et qui donc fera une mauvaise campagne. Et moi, je fais campagne et je découvre la violence des campagnes, même dans un département comme l'Indre-et-Loire, qui est plutôt un département modéré, qui a une tradition qui n'est pas celle de certains territoires français, de l'affrontement violent, mais je découvre quand même qu'il y a des choses trappes, des choses désagréables qui se disent, dont je ne comprends pas bien pourquoi on les dit. Et puis je découvre la misogynie dans le camp adverse, pas du tout les électeurs. Mes affiches sont recouvertes d'affichettes misogynes avec enfin bon, c'est assez désagréable, mais tout ça Et balayé ne par la compte victoire. pas, et tout ça est balayé par la victoire. Et à ce moment-là, au fond, il y a une forme de, comment dire, je ne dirais pas d'insouciance, mais d'inconscience, voilà, d'inconscience de la première campagne qu'on ne retrouve plus jamais Ouais. après. On y va, et après, peut-être que c'est ça qui manque après, cette forme de spontanéité absolue. Moi, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. J'ai une affiche qui n'est pas du tout dans les codes, qui marque, qui frappe. Voilà, une forme de... C'était quoi ton affiche en Oh, bah, 97? c'était une affiche de moi, mais qui n'était pas du tout cadrée avec les couleurs, les codes couleurs, les trucs, etc. Enfin, c'était une photo prise à l'extérieur, qui était une très belle photo d'ailleurs. Mais Mais voilà. elle tranchait par rapport Mais oui, aux qui autres faisait pas du candidats, tout. Oui, etc. ça, c'était, elle tranchait, elle faisait plus, je sais pas, photo portrait perso que Photo de que campagne, photo de campagne. la grosse photo de Voilà, campagne, bon. voilà, on voit bien la tête. etc. Et aussi, on voyait ma tête, mais bon, enfin bref, peu importe. Et donc, il y a cet enthousiasme, et cet enthousiasme de la première campagne qui, et ça a été ma chance, a rencontré un enthousiasme national qui se crée dans le sillage de la campagne que porte Lionel. Et ça a été très fort, quoi. Ça a été très fort parce que on ne peut pas... En 2007, je gagne. Là, je pense que je gagne Sur toi. sur moi. C'est-à-dire que la campagne nationale, on va perdre d'ailleurs, mais la campagne nationale est moyennement porteuse. Sarkozy vient d'être élu président de la République, donc c'est normal. Mais je décide et le soir du premier tour, honnêtement, c'est très serré, mais c'est tellement serré que, enfin, je pense que j'ai perdu, ça c'est même, j'ai perdu le soir du premier tour, j'ai perdu. Et je commence même à mettre de l'ordre dans mes papiers, à ranger, voilà. Et je me dis, mais au fond, qu'est-ce que tu as à perdre, hein? Reste une semaine de campagne entre les deux tours, mais qu'est-ce que ça peut... Voilà, quitte à perdre... Autant y aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Et je pense que là encore, mon adversaire, qui est toujours le même, fait le même calcul, mais en sens inverse. Il se dit, j'ai gagné.
et il arrête de faire campagne. Et j'y vais à fond et je gagne d'un cheveu. Et d'un cheveu. Comme dans beaucoup de circonscriptions, Quelques dizaines de d'ailleurs. voix. Et alors que Sarkozy avait été très élu, nettement très- majoritaire dans cette circonscription. Voilà, et donc on ne dira jamais assez l'importance du lien entre les campagnes locales, pour la députation, hein, Ouais. et la campagne nationale. Ceux en 2002 qui disaient les 35 heures, vous savez, socialistes, qui disaient, vous savez, les 35 heures, moi, je suis contre, ont été balayés exactement de la même manière que ceux qui disaient Je suis pour. les 35 heures, vous savez, c'est des C'est comme en progrès, 2017, etc. Voilà. dans C'est ça. d'autres circonstances, Voilà. celles et ceux qui avaient pris des positions Voilà, iconoclastes, tout ça est tout ça- remis dans le même sac. Tout ça est remis dans le même sac et donc le message national est quelque chose d'important. Et moi, j'ai toujours, au fond, incarné ce lien, cette articulation entre le local et le national, puisque de 97 à 2017, j'ai occupé des fonctions nationales, que ce soit dans le Parti socialiste, à l'Assemblée nationale, Au au gouvernement, mais au Parti socialiste. C'est-à-dire qu'entre 97 et 2012, évidemment, à partir de 2012, je suis au gouvernement, mais entre 97 et 2012, je suis secrétaire nationale à la solidarité, avec un bref intermède en 2008, en 2005, où voilà, il y a un peu de flottement, et je vais me retrouver secrétaire nationale à la sécurité intérieure, ce qui ne durera pas très longtemps. Et voilà. Et tu incarneras aussi, d'ailleurs, avec d'autres, mais notamment toi, la bataille du Parti socialiste au moment de la réforme des retraites, Voilà. à ce double titre, Absolument. à l'Assemblée et comme secrétaire national. Absolument. Et donc ça, c'est sur ces questions sociales. 2008-2009 où c'est Martine Aubry qui est la première secrétaire. Qui est la première secrétaire, qui m'a nommée donc à la solidarité. On annonce une grande bataille sur les retraites et elle me dit nous devons avoir un projet. Et ce projet, il doit être à la fois responsable, parce que nous ne pouvons pas être un parti qui va dire que l'avenir des retraites ne nous intéresse pas, que les questions financières ne sont pas un enjeu pour nous, mais qui doit être juste. Et tous les ingrédients d'une contre-réforme sont là, ce qui n'avait pas été le cas en 2002, parce que le parti n'était pas prêt à porter, au fond, une réforme qui soit aussi une réforme de responsabilité. Moi, j'ai toujours été sur une ligne de responsabilité à cet égard-là. Et je propose à Martine Aubry et au Parti socialiste une alliance, un projet qui comporte l'allongement de la durée de cotisation, mais qui comporte aussi la prise en compte de la pénibilité au travail. Ce qui sera une des premières mesures d'ailleurs. Et tout est chiffré. Donc là, il y a vraiment un travail de responsabilité, un contre-projet. Et je vais incarner effectivement avec d'autres, mais je vais porter cette réforme à l'Assemblée nationale. Et c'est très important parce que face à la réforme Fillon qui est portée par Éric Woerth, donc qui est aussi la réforme Woerth, il n'y a pas simplement un travail d'opposition, il y a un travail de contre-proposition, ce qui est très important, et c'est pratiquement une des premières réformes que je vais faire voter lorsque je deviens ministre. Alors justement, tu me facilites la transition. Cette question de l'attitude d'un parti, quand il est dans l'opposition, de ne pas forcément sombrer dans la caricature de son travail d'opposant. Mais du coup, de la même manière, quand il est aux responsabilités, de ne pas oublier ce qui a fait sa spécificité et son travail politique lorsqu'il était dans l'opposition. Est-ce que pour toi, ça c'est ce qui caractérise sur la longue durée l'histoire du Parti socialiste, en tous les cas celle que tu as vécue, d'abord comme sympathisante dans des cabinets ministériels, ensuite engagée dans des groupes d'experts, comme tu nous l'as expliqué, et puis ensuite, enfin, comme responsable politique. Est-ce que c'est cette attitude-là qui caractérise ou qui devrait caractériser ou qui doit caractériser
ce que l'on appelait, alors parfois positivement, parfois un peu moins, Ouais. la gauche de gouvernement, quoi. Oui, je pense que c'est une des grandes difficultés pour le Parti socialiste. C'est ce qui a caractérisé le Parti socialiste et c'est ce qu'il a toujours eu ou qu'il a parfois eu du mal à assumer, ce que Alain Bergogneau appelle le long remords du pouvoir, c'est-à-dire cette contradiction inhérente qui est que le Parti socialiste est un parti de gouvernement avec des élus locaux, des élus nationaux, avec un corpus d'idées qui a vocation à se concrétiser et à venir transformer la société dans laquelle on est. Et parallèlement à ça, le regret ou l'impensé d'une pensée de la rupture, enfin d'une stratégie de la rupture, qui a été, à mon avis, de manière irresponsable, portée par certains, mais qui a été encouragée aussi, y compris par Mitterrand. Souvenons-nous, Mitterrand arrive au pouvoir avec un discours de rupture et 1983 n'est qu'une parenthèse avant de devenir autre chose. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal au Parti socialiste et que ça a été un des éléments fondateurs de son ambiguïté, de sa difficulté à se positionner, qui fait que d'une part, la deuxième gauche et le rocardisme ne sont restés ensuite dans l'histoire du parti, dans la vie du parti, que comme ceux qui assumaient la culture de gouvernement, alors que je considère que la deuxième gauche, c'était bien autre chose. Ça n'était pas simplement d'être des bons gestionnaires, responsables, c'était une vision de la société française qui était plus décentralisatrice, qui faisait confiance aux partenaires sociaux. Il y avait cette idée de l'autogestion, mais il y avait aussi cette idée de la société civile, de la place à la société civile, indépendamment même de l'autogestion, puisque cette grande idée autogestionnaire, elle s'abandonne en réalité assez vite au début des années 70. Ça devient l'autonomie, la place des individus, la place de la personne, etc. Ce que moi, d'ailleurs, je vais garder considérant que les politiques sociales ne doivent pas simplement être des politiques d'égalité formelle, et la même chose pour tout le monde, mais qu'on doit tenir compte de la capacité à apporter de l'autonomie, de la responsabilité aux individus, et donc fabriquer quasiment sur mesure des prestations ou des accompagnements pour les personnes qui en ont besoin. Et la pénibilité répondait à cela pour moi. C'est-à-dire que sur les retraites, l'idée de la pénibilité, c'était pas juste un mécanisme de plus, c'était de dire on va prendre en compte la caractéristique du parcours professionnel des gens, y compris au moment de leur départ en retraite. Et donc, la deuxième gauche est apparue dans cette histoire-là comme trop souvent ramenée à une gauche gestionnaire et de gouvernement. Et puis, c'est vrai qu'on ne s'est jamais complètement remis de cette question de la parenthèse. Ouais. Et qui n'a jamais été refermée. Qui n'a jamais été refermée, qui n'a jamais été véritablement théorisé, si ce n'est avec des petits cailloux, le droit d'inventaire de Lionel. Et au fond, celui qui veut le faire, qui est prêt à le faire, c'est Lionel en 2002, qui à ce moment-là est prêt à porter un discours de responsabilité, c'est-à-dire à concilier la capacité à entraîner, à faire rêver, et puis la réalité d'une gestion de pays, de politique responsable. Il n'est pas élu, et c'est François Hollande qui va ensuite incarner ça, mais d'une certaine manière, ça arrive trop tard. Et donc, ne reste que la dimension de gestion. C'est comme s'il avait voulu absolument démontrer que la gauche savait gérer, ce que personne ne mettait en doute parce qu'elle gérait des territoires, parce qu'elle gérait des régions, parce qu'elle gérait des municipalités, des conseils généraux. Et donc, au fond, l'idée que la gauche était bonne gestionnaire était une idée qui s'était peu à peu diffusée dans le pays. Seule la droite venait expliquer qu'on dilapidait. En argumentaire politique, c'est un argumentaire un élément de langage politique. quasiment. Et surtout, on était arrivé au bout d'un cycle politique, je crois, et on avait besoin aussi
de refaire rêver avec, quand je dis rêver, c'est pas rêver à des choses impossibles justement, mais à donner un nouvel horizon. Euh, et, euh, et c'est probablement ça qui a été Sur lequel on a difficile, buté. sur lequel on a buté, sur lequel François a buté. Il a refermé la parenthèse de la deuxième gauche. Paradoxalement, lui qui venait de la première et qui était totalement inscrit dans l'histoire centrale du parti, il a totalement intégré les acquis de la deuxième gauche en oubliant qu'au fond, à cette époque-là, première, deuxième gauche, ça ne voulait plus rien dire pour qui que ce soit. Et donc, c'était des débats internes qui n'avaient plus leur prolongement dans le pays. Et c'est ça qui est important. C'est quand des débats d'idées internes à une organisation politique renvoient à des préoccupations et à des manières de penser qui existent dans le pays. La première et la deuxième gauche, ça a renvoyé à une structuration politique dans le pays, même si les gens ne se disaient pas première Oui, ou bien deuxième sûr. gauche, mais ça renvoyait à des thématiques, À des cultures centralisation, politiques. décentralisation, à des cultures politiques, à des histoires, à des réflexes, à des concepts, à des manières de vivre et de fonctionner qui existaient à la fin des années 90, en 97 au moment de l'élection, qui existaient en 2002 et qui n'existent plus progressivement après, parce que la figure de Michel Rocard s'éloigne, parce que la gestion politique de la gauche, elle ne fait plus débat, parce que le monde qui nous entoure évolue, parce que beaucoup de sujets qui n'allaient pas de soi vont de soi, et au fond, c'est ça qui a manqué à 2012-2017, c'est au fond de comprendre qu'un certain nombre de débats du parti ne s'appuyaient plus sur rien et que donc restaient comme des Suspendus. pendus suspendus et que les Français regardaient. Alors, le parti était ailleurs et puis les Français regardaient le gouvernement et l'Assemblée nationale qui, évidemment, était aux prises de la réalité quotidienne. Et donc, la gestion des affaires est apparue comme ce qui était nouveau à gauche, comme distante ou à distance plutôt, à distance d'une vie de parti, ce qui a contribué à décrédibiliser le rôle des partis. La droite n'a jamais eu ça. Vraiment. Elle a eu un parti de masse avec le gaullisme, mais la droite s'est clairement affichée dans la conquête du pouvoir et d'une certaine façon, la légitimité de la droite à exercer le pouvoir n'a jamais été mise en cause. Voilà. Et personne à droite ne s'est dit mais est-ce que je suis légitime ou pas? Alors que la question de la légitimité de la gauche, elle a toujours été questionnée, d'où cette articulation extrêmement forte entre une vision politique porté par un parti, et qui se voulait un parti de masse qui n'a pas été autant qu'il le souhaitait, un parlement, un groupe parlementaire qui était probablement le maillon le moins identifié historiquement, et un gouvernement. Et progressivement, l'affaiblissement du Parti socialiste ou sa difficulté à concevoir des idées, des concepts, une vision de la société à laquelle pouvait s'adosser le gouvernement, a renvoyé le gouvernement à une fonction purement gestionnaire ou qui est apparue comme telle, alors même que on n'était pas forcément dans l'exercice du pouvoir, qu'il y avait des idées, qu'il y avait des perspectives, qu'il y avait même des éléments de rupture, je veux dire que ce soit le mariage pour tous, pour prendre cet exemple-là. Ou la réforme des retraites, on n'était pas justement uniquement dans de la gestion, on était aussi dans la proposition d'autres choses, mais c'était nous qui inventions au gouvernement notre propre cadre de référence avec le Parlement, et le groupe parlementaire s'est retrouvé en première ligne. La faiblesse du Parti socialiste entre 2012 et 2017 fait que le groupe parlementaire occupe un espace qui lui est laissé. Il se trouve que la composition du groupe parlementaire, disons, est diverse, qu'il y a ce qu'on appelle les futurs frondeurs, qu'il y a des frondeurs avec lesquels j'ai eu, pour ma part, de très bonnes relations personnelles et politiques. Donc je n'ai jamais été frondeuse. Ou frondée.
voilà, je n'ai jamais été très frondeuse comme personnalité et je n'ai jamais été frondeuse pour ce qu'ils représentaient. C'est-à-dire qu'ils avaient, pour moi, une vision trop, dans le meilleur des cas, idéaliste et dans le pire des cas, de rupture avec la société qui ne me paraissait pas responsable, ni raisonnable, ni responsable. Bon. Mais je m'entendais bien avec eux parce que moi, je portais des textes, des réformes, des transformations dont je parlais avec eux, dont je discutais avec eux, et qui leur paraissaient pouvoir être défendus. Voilà. Ce qui veut dire que, au fond, ils étaient en rupture, mais jusqu'à un certain point. Et tous les ministres n'ont pas été dans cette démarche-là avec eux, et tous n'ont sans doute pas porté cette vision-là. Et j'ai souvent regretté que François Hollande lui-même, personnellement, n'ait pas davantage porté un discours de transformation de la société, que ce soit sur le plan social ou que ce soit sur le plan des sociétal. Enfin, je veux dire, il a fait le mariage pour tous et c'est tout. Je pense que d'autres choses auraient pu être faites. Et au fond, il y a eu donc ce qui n'est pas qu'un malentendu, ce qui a été plus qu'un malentendu, cette rupture avec le groupe qui a précipité d'une certaine façon la chute de François Hollande. Et la dislocation du Parti socialiste. Voilà, mais le Parti socialiste n'existait plus. Et donc si je devais conclure, en fait, notre entretien, de ce que tu dis, c'est que finalement, les difficultés auxquelles le parti a été confronté, et le parti et celles et ceux qui les représentaient dans la période, sont dus d'abord et avant tout à l'affaissement idéologique ou doctrinal du Parti socialiste les années précédentes. Oui, on dira et affaissement. que donc, ce qui s'est affaissé, c'est le socle. C'est le socle, oui. Et du coup, le reste, les fondations, en quelque sorte, et donc, il était logique, finalement, que le reste suive l'effondrement du socle. Oui, il y a eu un manque de réinvention, et ça, la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est celle des dirigeants de la deuxième partie des années 2000, assurément. Elle est aussi la responsabilité des dirigeants 2012-2017, qui sont incroyablement faibles. C'est-à-dire que moi, comme ministre, j'ai des liens avec le Parti socialiste, j'ai des liens avec la commission santé que je connais très bien, qui est la seule commission dans le secteur social qui soit vraiment structurée. Mais c'est des échanges qui sont autant amicaux qui sont plus amicaux que politiques. Oui, qui sont politiques aussi, parce que ça me permet d'entendre autre chose. Mais au fond, voilà, c'est une histoire qui se prolonge plus qu'une nouvelle histoire qui s'écrit. Et je crois que ça, le tournant de l'écologie, la réflexion sur la mondialisation, tous ces sujets-là qui étaient les sujets des années 90-2000 et qui vont au fond fonder notre exercice du pouvoir et qui étaient questionnés malgré tout déjà, ne l'ont pas été par le Parti socialiste. Je crois sincèrement que nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait au gouvernement, sincèrement. Je suis franchement désolée, attristée que le renoncement de François Hollande ait amené d'une certaine manière à effacer le bilan de ces 5 années, parce que son renoncement a été perçu et vécu comme l'acceptation qu'il n'y avait rien à défendre. Et quand il dit aujourd'hui que c'est son regret, je comprends que ce soit son regret, c'est sans doute un regret pour lui, mais c'est un regret qu'il doit avoir pour nous tous. Moi, j'étais favorable à ce qu'il se présente, je le lui avais dit, j'ai fait partie de ceux qui ont plaidé pour ça, et précisément pour cette raison-là, c'est que quand on ne va pas défendre un bilan, alors c'est que le bilan n'est pas défendable. Et le bilan était parfaitement défendable, et je trouve que l'ostracisme dont est victime cette période-là, et dont elle est y compris victime encore au sein du Parti socialiste actuel, est très regrettable et très dommageable, parce que nous avons fait des choses, nous n'avons pas tout fait bien, sinon nous aurions gagné, nous avons fait des erreurs, nous avons probablement
été insuffisamment loin dans un certain nombre de domaines. Mais nous avons fait des réformes qui méritent d'être défendues et qui méritent d'être portées et inscrites au fronton du Parti socialiste ou de l'histoire de la gauche. Et nous l'avons fait sans que le Parti socialiste lui-même soit partie de cette histoire, ce qui évidemment ne facilite pas le fait de le porter ou de la porter, et sans que les députés qui ont écrit cette histoire se sentent suffisamment fiers de l'avoir écrite, puisque pour beaucoup, ils ont été concourir sous la bannière, une autre bannière en 2017. Donc, c'est En Marche. Donc, des députés qui écrivent une histoire, qui en 2017 vont se faire labelliser par un nouveau parti, un parti qui a été si faible qu'il n'a pas participé à la production des réformes entre 2012 et 2017, un président de la République défait pour des raisons multiples et qui donc n'assume pas un bilan, ça fait à l'arrivée une période qui un trou noir de l'histoire. Un trou noir de l'histoire dont on devrait s'excuser, alors que ça n'est pas le sens de cet entretien et ça n'est pas l'objet de cet entretien, mais qui mérite parfaitement d'être assumé et que j'assume pour ma part à 100%. Merci Marisol pour Merci, cet entretien Émeric. et cet échange. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.